L'Europe vit une période un peu compliquée, on s'en rend compte, à travers une série de crises. Je ne vais pas les détailler, simplement rappeler que j'ai effectivement été quelques semaines au département des finances, donc j'ai eu l'occasion pendant toutes ces années de voir évoluer l'arrivée de l'euro, mais au-delà de cela, voir la crise bancaire, voir la crise des dettes souveraines et un ébranlement très fort de l'Union européenne, voire même parfois de la zone euro, d'un pilier important de l'Union. Je suis un peu un des vestiges du dernier millénaire. Je suis au gouvernement maintenant depuis quand même effectivement 2 millénaires successifs. Mais j'en ai vu d'autres. J'ai vu des luxembourgeois qui étaient là avant moi, je ne les citerai pas. On prétend toujours qu'au moins un était là avant la construction du Juste Lipse et qu'on a construit le Juste Lipse autour de lui à Bruxelles. Mais personnellement, je n'ai commencé qu'en 99 mes réunions européennes. Alors, on a vu toutes ces crises. Je dirais qu'aujourd'hui, cette crise-là, la crise bancaire, la crise des dettes souveraines, elle continue à avoir des effets chez nous, avec des croissances économiques qui restent faibles par rapport au potentiel de nos économies, avec des problèmes en matière d'emploi qui sont très présents, et donc de grandes difficultés que vivent un certain nombre de concitoyens sur le terrain socio-économique. Ça a un impact, et je vais y revenir, sur la construction européenne, mais aussi sur les réactions politiques que l'on peut percevoir dans beaucoup de nos pays. Depuis, se sont ajoutés d'autres éléments de crise. Il y a 2 conflits majeurs aux portes de l'Europe. L'un en Ukraine, qui pose le problème de nos relations avec la Russie. Le Conseil européen, Jacques Xavier en discutera fin de cette semaine, de nos relations avec la Russie, parce qu'il n'y a pas que le conflit en Ukraine, il y a aussi des conflits à porte sud de l'Europe, en Syrie, en Irak, avec des répercussions en Libye et ailleurs, avec comme conséquence là aussi une grande difficulté face à la Russie, qui est à côté du régime de Bachar al-Assad et dont on espère qu'elle va arrêter aujourd'hui ses bombardements sur Alep, ville martyre en Syrie. C'est un enjeu majeur, d'abord parce qu'il faut tenter de mettre fin à ces conflits, de trouver des solutions pour les populations dans ces différents pays, de montrer que nous avons une capacité de participer à des négociations importantes pour faire évoluer ces situations, en Ukraine comme en Syrie ou ailleurs, mais aussi parce qu'il y a des répercussions directes que l'on a vues en 2015 à travers la migration. Je me souviens d'un conseil auquel j'ai participé, ce qu'on appelle des conseils jumbo, quand on réunit non pas une seule catégorie de ministres, mais 2 catégories ensemble. On a réuni les ministres de l'Intérieur et les ministres des Affaires étrangères ensemble en avril 2015. Je situe bien la date. Nous étions juste après un naufrage dramatique à Lampedusa, avec plusieurs centaines de victimes. Et la Commission européenne nous proposait d'accueillir 5000 réfugiés sur le territoire européen. La Belgique, d'ailleurs, je le reconnais, courageusement, a proposé qu'on double ce nombre, 10 000. Il y a eu plus d'1 million de réfugiés en Europe en 2015. En quelques mois, on a vu un débordement qui n'était pas attendu, puisque quelques mois plus tôt, on parlait de chiffres dérisoires d'accueil sur le territoire. Mais ce phénomène migratoire n'a pas reçu une réponse pratique, concrète de la part de l'Europe. On a vu un certain nombre de décisions se prendre, je vais y revenir aussi, mais concrètement, le flux n'a pas été géré avec les conséquences que l'on connaît en Grèce, en Italie. Les afflux dans certains pays européens, c'est vrai chez nous, mais c'est vrai en Allemagne surtout, c'est vrai en Suède. On voit la situation aujourd'hui à Calais en fonction de la volonté d'aller vers la Grande-Bretagne. Donc une non-maîtrise de nos frontières extérieures, de l'accueil en Europe et de la gestion du phénomène migratoire, avec des répercussions de crise importantes dans nos pays. L'autre répercussion, c'est la sécurité, le terrorisme. Au-delà des conflits sur place au sud de l'Europe, on a vu revenir des combattants étrangers nés chez nous, éduqués chez nous, mais qui ont commis des attentats à Paris, à Nice, à Bruxelles et dans d'autres villes européennes, avec là aussi une inquiétude forte qui a vu le jour. Et je dirais d'ailleurs que ces inquiétudes dans les différents domaines ont pour conséquence, fort probablement, de voir à nouveau émerger dans nos pays des courants extrémistes, on dit souvent populistes, c'est un peu caricatural, mais surtout extrémistes, d'extrême droite ou d'extrême gauche, qui réapparaissent sur des terreaux fertiles. Une crise économique, un phénomène migratoire, des problèmes de sécurité. Il n'y a rien de tel que pour faire fructifier des partis aux 2 extrêmes de l'échiquier politique. Et c'est assez fondamental ce qui se passe aujourd'hui, parce que je pourrais, mais vous le savez, expliquer ce qui est toujours en train de se produire pour les élections présidentielles en Autriche,
Les principaux partis ont disparu, c'est l'extrême droite face à un candidat vert. J'ai parfois l'impression que les candidats aux primaires à droite ou bientôt aux primaires à gauche en France ont une ambition, c'est d'être deuxième au premier tour de l'élection présidentielle, derrière Madame Le Pen, quand on voit les sondages et quand on voit les débats. Et je pourrais multiplier les exemples en prenant simplement encore un seul. Imaginez dans l'histoire de l'Europe que, en Allemagne, lors des prochaines élections fédérales, on puisse voir revenir un parti d'extrême droite au Bundestag. Ça rappelle quand même un certain nombre d'éléments historiques dans la construction de l'Europe et de valeurs que l'on aimerait quand même voir mettre à l'avant-plan. Et ça, c'est la réalité de la crise que l'on connaît. Donc, à côté des crises que j'évoquais sur le plan économique, migratoire, de sécurité, on vit aussi une crise politique. Une crise politique parce que dans tous nos pays, la pression de ces formations d'extrême gauche ou d'extrême droite influe très fortement sur des replis sur soi, sur un certain nombre de solutions simples qui sont évoquées et entraînent des blocages, je ne vais pas l'éviter ce soir, des blocages que je viens encore de vivre toute la matinée en essayant de voir comment faire évoluer une des politiques essentielles de l'Union européenne, celle du commerce extérieur, où nous aimerions conclure un accord avec le Canada, où, comme je l'ai dit ce matin, nous sommes maintenant 27,5 ou 27,6 États d'accord de signer avec le Canada, mais en Belgique, en région wallonne, pour partie en région bruxelloise, dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a une opposition de forces socialistes comme de forces sociales chrétiennes à cet accord, alors que le monde socialiste et le PPE au niveau européen y sont favorables. Mais il y a dans ces régions une poussée d'extrême gauche, avec un effet direct sur le rejet de la mondialisation, sur le rejet d'un certain nombre d'accords que l'on doit conclure. Donc nous ajoutons même une crise aux crises que j'ai évoquées, mais la crise politique est particulièrement inquiétante. Alors quand je vois tout cela, si on se tourne vers l'avenir, je dirais simplement, c'est un problème pour ma génération, pour les générations qui ont précédé également, je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. Parler de l'Europe en mettant en avant les acquis du projet européen, c'est important, mais ça ne suffit plus. Parler à des jeunes de la paix, qui est l'acquis fondamental de la construction européenne depuis la réconciliation franco-allemande et la mise en place de la communauté puis de l'Union, ça ne suffit plus. Pour des jeunes, vivre en paix, ça va de soi chez nous. Parler de démocratie, c'est important, il faut le faire, parce que les élargissements successifs ont permis vers le sud, vers le Portugal, la Grèce, l'Espagne, de mettre fin à des dictatures et d'ancrer la démocratie dans ces pays, et encore plus à l'Est après la chute du mur. On se réjouit parfois des résultats, parfois on est inquiet des programmes mis en place, mais heureusement, ce sont des élections qui amènent des gouvernements en Pologne, en Hongrie, je ne cite pas ces pays par hasard, en République tchèque ou slovaque, mais ce sont des élections maintenant qui ont pris le relais d'un empire soviétique, en fait, et d'une domination dictatoriale. Donc on doit le faire, parler de cela, mais je le répète, ça ne suffit pas. Il faut montrer des résultats concrets. Je crois que c'est important aujourd'hui dans le projet européen, c'est aussi de se rendre compte, et parfois des Belges d'ailleurs commettent régulièrement cette erreur, qu'il n'y a pas de sens de l'histoire en Europe. Et d'ailleurs pour ça que moi j'essaie d'abandonner le plus possible la notion d'une Europe à plusieurs vitesses. Quand des Britanniques, bien avant le Brexit, nous disent qu'ils ne voudront jamais entrer dans l'euro, mais il faut arrêter de croire qu'un jour ils vont nous rejoindre. Or, beaucoup continuent de penser que l'Europe, elle a une voie tracée, qui se traduit d'ailleurs parfois par les États-Unis d'Europe, par une Europe fédérale, où tout le monde va être regroupé, tout le monde va accepter que toutes les décisions importantes soient prises à l'échelon européen. Moi, je préfère parler d'une Europe à dimension variable, parce que certains voudront participer à certaines politiques et d'autres pas. Il faut reconnaître ce droit. On ne fait pas l'Europe tout seul. On l'a fait en fonction de ce que chacun est prêt, effectivement, à franchir comme étape avec ses partenaires. Alors, quand je mets ces deux éléments ensemble, je crois qu'à côté de la paix, de la démocratie, des progrès extraordinaires réalisés sur le plan économique et social depuis la création du projet européen, on doit apporter des réponses concrètes. Ça veut dire que dans la zone euro, tous ensemble, ou avec une partie de cette zone, par une coopération renforcée, comme on le dit souvent, on doit ajouter à la politique monétaire enfin une vraie politique budgétaire. Oser parler de fiscalité, oser parler de projets sociaux, de normes sociales ensemble.
montrer qu'à côté de ce que l'on a accepté, on a fédéralisé la monnaie. On a créé une banque centrale européenne avec une vraie compétence fédérale sur le plan monétaire. Il faut aller beaucoup plus loin, mais avec ceux qui le souhaiteront, dans la politique économique et la convergence économique. Si on ne fait pas cela, la Banque centrale peut continuer à mener des taux très bas, avec toutes les conséquences parfois d'ailleurs inquiétantes que cela peut avoir, mais ça ne suffira pas. Il faut qu'à côté de cela, il y ait une véritable politique économique sur le plan budgétaire et social qui montre que l'on peut relancer la démarche, y compris en termes d'investissement. La Commission a tenté de lancer des démarches en la matière pour créer de l'emploi et pour apporter une réponse en termes de croissance et d'emploi. Il n'y a pas de raison que l'Europe soit à la traîne alors que nous sommes capables de développer des projets en matière d'innovation, d'économie digitale, de beaucoup d'autres domaines d'activité, à condition que l'on renforce ce volet de politique économique, budgétaire, fiscale, sociale, avec les partenaires qui le souhaitent. Je dirais qu'à côté de cela, on a le même enjeu en matière de migration. Xavier le sait à de nombreuses reprises. On a parlé du contrôle des frontières extérieures. Mais on n'a pas de contrôle des frontières extérieures à l'échelon européen. On a supprimé les frontières intérieures, et je m'en réjouis. C'est la libre circulation. Et j'insiste, pas seulement des biens, des services et des capitaux, aussi des personnes, et c'est un immense progrès de la création de l'Union européenne, mais il faut faire en sorte que l'on contrôle nos frontières extérieures. Alors on répète qu'on va le faire, il faut le faire concrètement, avoir un corps au niveau européen de garde-frontières, qu'on l'organise comme l'on veut, avec des apports nationaux, avec des créations européennes, mais que l'on mette en place un véritable contrôle des frontières extérieures. Sinon, on voit ce qui se passe. On recrée des frontières physiques un peu partout. Et parfois, d'ailleurs, on s'offusque quand ça se passe très loin. Je ne me prononce pas sur des élections de l'autre côté de l'Atlantique, mais quand un candidat qui a, disons, une manière de s'exprimer un peu particulière, va au Mexique et dit on va construire un mur, qui existe déjà d'ailleurs pour les 2/3, mais on va construire un mur, et ce sont les Mexicains qui vont le payer. Tout le monde en Europe s'enflamme, comment est-ce possible de raconter des histoires comme celle-là? Et au moment où l'Europe s'enflamme, à Calais, on construit un mur payé par les Britanniques. Alors je reconnais que ce n'est pas pour éviter que les Britanniques ne viennent en France. C'est la différence avec le Mexique. Mais c'est quand même un mur construit en France, payé par la Grande-Bretagne, pour régler, paraît-il, un problème de migration. Je dis ça pourquoi? Parce que je crois que ce n'est pas la bonne solution, mais ça montre bien que l'on n'a pas contrôlé les frontières extérieures, que l'on n'a pas non plus contrôlé l'enregistrement de celles et ceux qui veulent venir chez nous. Et je répète très fortement que pour moi, celles et ceux qui veulent venir parce qu'elles ou ils sont persécutés, qu'ils risquent ou elles risquent leur vie dans leur pays, comme en Syrie, comme dans d'autres pays en conflit aujourd'hui, on doit les accueillir. C'est notre devoir d'accueillir des réfugiés. Mais dans le statut de réfugié, au-delà, on sait très bien qu'on ne pourra pas accueillir tous les migrants économiques. Et je cite toujours la phrase complète de Michel Rocard, parce que souvent on la coupe en deux pour mener le débat politique. C'est Michel Rocard qui avait dit bien avant moi que la France, mais c'est vrai pour nos autres pays, ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit en prendre sa part. La phrase était complète. Mais si on ne contrôle pas les frontières, si on n'a pas des centres d'enregistrement réellement gérés au niveau européen, on n'y arrivera pas. Et puis il faut faire comprendre à des partenaires, de nouveau, c'est des dimensions variables, qu'il y a une solidarité. Alors j'ai entendu un mot récemment, une solidarité flexible, je ne sais pas ce que c'est. Solidarité flexible, je suppose que ça veut dire responsabilité flexible, donc je préfère qu'on enlève, je l'ai dit à mes collègues tout à l'heure, le mot flexible partout et qu'on garde solidarité, responsabilité. Ça veut dire qu'il faut accueillir sur tout le territoire des pays qui veulent vraiment participer au projet européen. Parce que le problème que l'on a eu en 2015, ce n'est pas le nombre en tant que tel. J'attire votre attention que s'il y avait eu non pas 1 million de réfugiés, mais 5 millions de réfugiés en Europe, ça ne représenterait toujours qu'1% de la population européenne. Le problème que l'on a connu, c'est la concentration de ces réfugiés sur quelques pays, bien entendu. Et si on ne fait pas l'effort d'avoir une véritable solidarité, une véritable responsabilité répartissant l'effort concernant les réfugiés, on va continuer à vivre ces frontières intérieures. Je parlais des murs, mais on a vu des frontières physiques se réinstaller un peu partout à travers l'Europe. Ça ne bloque pas vraiment les migrants. Par contre, ça va bloquer de plus en plus le commerce, l'activité, les échanges à l'intérieur de l'Union. Donc là, ce sont des choses qu'il va falloir réaliser concrètement pour montrer que l'on est capable de gérer ce problème. On n'échappera pas à la nécessité, mais c'est un autre enjeu, de régler les causes profondes de la migration. Le développement dans des pays d'Afrique
la fin des conflits dans les zones de conflit aujourd'hui. Mais ça, on tente d'y travailler au jour le jour. Je dirais même chose pour la sécurité. Il faut pouvoir démontrer que l'on avance. Je prendrai des exemples très simples, de nouveau, parce que c'est le plus efficace, je pense. C'est l'échange d'informations, par exemple. Eh bien, je constate malheureusement qu'il faut que des attentats aient lieu dans des pays pour qu'un certain nombre de pays acceptent d'entrer dans une logique plus forte d'échange d'informations en matière de renseignement, de sécurité, de forces de police, services secrets. Alors, vous connaissez nos services de renseignement. Ils ont l'habitude de collecter l'information, pas tellement de la partager. C'est pour ça, je suppose, que quand je lis un livre les concernant, on parle de services secrets. Et puis ces services, en Belgique, je ne sais pas au Luxembourg, Monsieur le Premier ministre, chez nous, ils sont surtout défensifs. Ils essaient de savoir si on peut protéger un peu le pays contre toute une série de choses. Il y en a d'autres qui sont plus offensifs. Je les salue d'ailleurs ce soir s'ils m'écoutent. Je suis ravi d'avoir un auditoire encore plus large grâce à leur présence. Mais c'est peut-être pour ça que dans la même littérature que j'ai lue, on parle d'espionnage et pas simplement d'intelligence et de renseignement. Mais sur le terrorisme ou sur la grande criminalité, je pense que ces services doivent apprendre à échanger de plus en plus de l'information. Et il va falloir travailler de plus en plus. On le demande, ça se fait, ça s'améliore, mais on ne luttera pas contre des phénomènes de combattants étrangers circulant un peu partout dans le monde au départ de la Syrie ou de l'Irak si on n'échange pas plus l'information, si on n'échange pas plus non plus de l'information en faisant un équilibre nouveau entre les mesures de protection de la sécurité des citoyens et les mesures de protection des libertés individuelles. Et comme libéral, je suis particulièrement attaché à la vie privée, à la liberté individuelle, mais je vais prendre deux exemples. Pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour discuter avec le Parlement européen d'un échange de données sur les passagers dans les avions, le Passenger Name Record, le PNR? Je vous raconte une histoire toute simple, malheureuse. Quand un avion s'écrase, souvent je suis ailleurs dans le monde comme ministre des Affaires étrangères, l'information, je la reçois sur un smartphone tout de suite. Les agences nous annoncent l'accident. Par exemple, un avion quitte Barcelone pour Düsseldorf, Germanwings, c'est parce qu'un copilote veut se suicider, il s'écrase dans le sud de la France. J'apprends tout de suite la nouvelle. 2 minutes après, tous les journalistes belges m'appellent avec une question. Est-ce qu'il y avait des Belges à bord? Et je leur dis toujours, comment voulez-vous que je le sache? Puisqu'on refuse de donner l'ensemble des éléments d'information. On cherche toujours à avoir cette information malgré tout. Mais pourquoi, en termes de sécurité lors d'un accident, devrait-on savoir qui est à bord, et en termes de terrorisme, on ne pourrait pas avoir cette donnée? Dans un espace de libre circulation dans Schengen, par exemple, je trouve normal que les États sachent qui se déplace d'un pays à l'autre en avion. Et on voit cela d'ailleurs dans la plupart des dossiers de terrorisme aujourd'hui. L'autre exemple, et je dis tout de suite que nous n'avons même pas d'accord en Belgique sur le sujet, donc j'essaye de convaincre simplement. Protection de la vie privée. Quel est le problème d'avoir aujourd'hui, comme nous le faisons, des passeports biométriques avec une signature électronique, une photo qui peut être aussi digitalisée avec une reconnaissance par ordinateur, et puis les empreintes digitales. Et nous faisons, en Belgique, on émet 500 000 passeports chaque année et 50 000 dans les postes. Donc 550 000 passeports chaque année, avec ces données biométriques. Mais on ne peut pas garder les empreintes digitales. On peut juste les confronter avec le passeport précédent pour vérifier qu'il n'y ait pas de fraude au passeport. Mais personnellement, en termes de vie privée, si nous avions une carte d'identité avec les mêmes données, en ce compris les empreintes, quel est le problème qu'il y ait une banque de données reprenant les empreintes digitales? D'abord, la plupart d'entre vous, c'est comme moi, je ne les connais pas, mes empreintes. Je ne vais pas passer ma journée à essayer de connaître mes empreintes. Mais quel est le problème de vie privée de permettre que, par exemple, lorsqu'un attentat terroriste, mais aussi lorsque d'autres crimes graves sont commis, on puisse utiliser tout de suite les informations que l'on collecte à travers les empreintes digitales? J'essaye de comprendre, c'est un débat que nous avons, mais j'essaie aussi de dire, là, ce sont des mesures que l'on devrait prendre pour montrer que l'on avance très concrètement. Et c'est un effort que certains pays européens pourront peut-être faire ensemble, ce contrôle des frontières, je le disais en matière de migration, mais ça vaut aussi évidemment en matière de criminalité, cet échange d'informations, ce travail en commun, et peut-être des solutions un peu plus européennes dans l'organisation de nos services de renseignement, de police, dans ces différents domaines. Donc, que ce soit sur l'activité économique,
sur la migration, sur la sécurité. Je crois qu'on doit pouvoir bouger de cette façon. On doit peut-être aussi un peu bouger, et ce sera mon avant-dernier point, mais je dirais un peu bouger sur les méthodes de travail. Alors je dis d'autant plus à l'aise que je sors de réunions un peu compliquées sur la politique commerciale, mais comme Belge, j'ai toujours plaidé pour changer les règles d'unanimité en majorité qualifiée en Europe, qu'on puisse décider plus facilement, plus rapidement, et que l'on essaie de trouver même parfois, je disais, des coopérations renforcées. Aujourd'hui, par exemple, je le reconnais, si on avait pu décider à majorité qualifiée, la décision a été prise sans la Belgique. Mais il faut accepter d'être de temps en temps dans une minorité. Si on veut faire progresser le projet européen, je crois que l'on doit tous se rendre compte que dans certaines matières, il faudra accepter des règles démocratiques dans le fonctionnement européen. Je pense qu'on ne va pas en discuter trop vite, parce que je crois que les traités, ça n'est pas le véritable enjeu. J'ajoute un autre élément dans le fonctionnement de l'Europe. Il y a eu un léger progrès lors des dernières élections européennes pour sensibiliser au projet européen. C'était de dire les figures de proue des différentes formations politiques seront les personnalités qui vont jouer un rôle dans les instances européennes. Et donc, en fonction du résultat des élections, le premier parti au niveau européen a finalement vu sa figure de proue, Jean-Claude Juncker, devenir président de la Commission. En Allemagne, la figure de proue socialiste était allemande. Martin Schulz, il est président du Parlement. Sans aucune volonté d'être désobligeant avec qui que ce soit, mais l'un comme l'autre, même si la taille des pays est différente, Jean-Claude Juncker a été élu au Luxembourg. Martin Schulz a été élu en Allemagne. Aucun n'ont été élus sur des circonscriptions européennes. On va peut-être avoir une opportunité. Les Britanniques s'en vont. C'est leur choix. Il faut le respecter. C'est un élément de crise qui s'ajoute à toutes les autres crises que j'évoquais. Je ne vais pas l'évoquer ce soir. Mais s'ils s'en vont, ils vont laisser des places vides au Parlement européen. Est-ce qu'une partie de ces places ne pourrait pas faire l'objet d'une circonscription européenne? Que des candidats et des candidates doivent se présenter partout en Europe, ce qui leur donnerait une légitimité plus forte et peut-être d'ailleurs un poids plus important face aux membres du Conseil européen aujourd'hui, que d'être élus pays par pays dans des élections essentiellement nationales, d'ailleurs. On sait que les élections européennes se passent souvent de cette façon. Donc, il y a peut-être des règles de fonctionnement à changer pour tenter de progresser. Et puis, il y a un élément qui me tient fortement à cœur quand je vois l'évolution de l'Europe aujourd'hui, c'est l'idée que l'on devrait replacer les valeurs européennes au centre du débat. Pas seulement vers les plus jeunes générations, je crois vers beaucoup de générations, il y a une vraie volonté de débattre des valeurs. Alors, loin de moi l'idée qu'il faudra abandonner ce que l'on fait déjà. On a un contrôle très strict des budgets. Et comme ancien ministre des Finances, je peux vous dire qu'il faut le faire. On doit contrôler les déficits, les endettements, la convergence des politiques économiques. Il faut le faire. Le traité de Maastricht, mais on le fait dans le détail, à l'euro près. Semestre après semestre, ces discussions ont lieu à l'Eurogroupe, à l'Ecofin, au Conseil européen. Par contre, les critères politiques, ceux de Copenhague, on a un peu l'impression qu'une fois qu'on est entré dans l'Union, on ne doit plus trop démontrer qu'on les respecte. Ça provoque parfois des réactions. C'est vrai qu'il y a quelques procédures qui sont parfois très lourdes dans le traité. Maintenant, la Commission essaie d'entrer en discussion avec certains gouvernements, c'est le cas à l'égard de la Pologne, mais on attend qu'il y ait un problème dans un pays pour en parler. Et je proposais depuis le début de cette année que l'on ait le même type d'examen sur l'état de droit que ce que l'on fait sur les budgets. C'est-à-dire que l'on ose confronter les 28, peut-être les 27 demain sans la Grande-Bretagne, à leur situation en matière d'état de droit, de situation à l'intérieur des différents pays, pour ne pas attendre qu'il y ait une crise en Pologne, en Hongrie, ou qu'un jour on soit confronté à des gouvernements à composition de partis extrémistes, que ce soit d'extrême gauche ou d'extrême droite, pour réagir. Regardons l'évolution. C'est d'autant plus important que, je l'ai dit, on est confronté à un phénomène migratoire. Dans beaucoup de pays, des législations changent. Va-t-on ou non trop loin dans ces nouvelles législations? En matière de sécurité, c'est la même chose. J'ai proposé moi-même l'une ou l'autre chose, mais on pourrait se poser la question de savoir quelles sont les limites par rapport aux libertés individuelles, par rapport à la vie privée. Et puis, il ne faut pas se le cacher, nous avons un véritable débat aujourd'hui en Europe avec l'islam et avec les communautés musulmanes sur nos territoires, dont une grande partie des membres qui composent ces communautés souhaitent vivre dans le contexte des valeurs que nous partageons, mais nous sommes confrontés aujourd'hui à une radicalisation qui prend de plus en plus de place.
Et pour le dire très simplement, je crois que trop souvent des Européens passent leur temps, en matière de droits de l'homme, de valeurs, à donner des leçons partout dans le monde. On est très fort pour cela, pour aller un peu partout à travers le monde, expliquer quelles sont les valeurs à mettre en place. Or, je ne pense pas que nous ayons beaucoup de leçons à donner. On a fait pire sur le continent européen que ce qui se passe à peu près partout dans le monde. Deux guerres mondiales, la Shoah, et je ne vais pas revenir aux guerres de religion. Je sais que beaucoup de jeunes se demandent comment c'est possible que dans une même religion, des chiites et des sunnites en arrivent à s'entretuer. Bon, on a donné l'exemple. On a eu l'occasion de faire bien pire dans le passé. Mais par contre, on peut partager une expertise, une expérience. Depuis qu'on a créé une intégration régionale, on a pu faire reculer tout cela. Vivre en paix, vivre en démocratie, incarner progressivement des valeurs. Et je pense que ce que l'on donne comme leçon à l'étranger, on ne le pratique pas suffisamment chez nous. On a trop souvent, au fil des années, accepté de reculer par accommodement, on parle même d'accommodement raisonnable, par volonté d'intégrer d'autres cultures. Or, je crois qu'il y a une limite. On doit faire respecter par tout le monde un certain nombre de valeurs de base. Et nous ne sommes pas au bout du chemin dans l'égalité homme-femme, dans la lutte contre les discriminations, dans la séparation des églises, des philosophies et des États. C'est d'autant plus une raison pour ne pas reculer. Et je crois que sur ce terrain-là, on doit ouvrir le débat avec l'ensemble des communautés qui vivent en Europe aujourd'hui, qui sont totalement intégrées à la communauté européenne, à l'Union européenne à laquelle nous participons. Et cela, ça passe, je crois, vraiment par ce type de débat. Et quand je parle de débat sur les valeurs, ce n'est pas seulement les libertés individuelles, la liberté de la presse, la démocratie, les valeurs auxquelles on fait référence de manière régulière. Ce sont aussi les droits économiques, les droits sociaux dont on pourrait parler. Ce sont aussi les éléments que je viens d'évoquer, les non-discriminations, les séparations entre les convictions philosophiques et religieuses et les États. Si on ne le fait pas, on va voir monter de nouveau des courants dangereux pour le projet européen. Je ne peux pas vous cacher qu'en Belgique, on voit maintenant apparaître des partis politiques ou des listes qui se revendiquent d'un radicalisme religieux. Alors ça paraît anodin, c'est 1 ou 2 sièges dans une commune, mais ça paraît anodin jusqu'à un certain point. Et donc je crois que c'est un thème aussi sur lequel on doit agir. Alors voilà, je voudrais simplement vous dire ce soir que, bien sûr, et je salue tout à fait l'initiative, quand je vois le nom de Pierre Werner, on peut évidemment continuer à expliquer ce qui a été fait en Europe. Et je crois que ça fait partie, moi je vois des jeunes et des étudiants régulièrement, en grand nombre, pour leur réexpliquer le trajet européen. Il faut le faire, parce que nous avons des acquis, mais il faut surtout maintenant se tourner vers des projets concrets, peut-être avec tous les États européens, peut-être avec une partie d'entre eux, à dimension variable, comme je le disais, pour répondre aux préoccupations économiques et sociales, préoccupations en matière de migration, préoccupations en matière de sécurité, mais oser aussi le débat sur ce qui fait le fondement de la création de l'Union européenne, des valeurs que nous souhaitons partager. Et partager, on l'a prouvé au Luxembourg, en Belgique, dans d'autres pays fondateurs de l'Union, partager avec des communautés qui viennent d'un peu partout dans le monde, pas seulement d'Europe, mais d'un peu partout dans le monde. Ce n'est pas ici que je dois parler du nombre de personnes venant d'autres pays qui peuvent habiter dans un des pays de l'Union, mais à condition de mettre en avant ce respect des valeurs. Et ça, c'est un des enjeux, je crois, très forts pour lutter contre ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui en Europe, je le répète, c'est l'évolution de courants de plus en plus extrémistes et qui vont s'affirmer si on n'y prend pas garde. Voilà ce que je souhaitais vous dire après, Monsieur le Premier ministre, 2 journées passées dans votre beau pays à débattre d'affaires étrangères, de commerce, d'affaires générales pour préparer vos réunions de fin de semaine, et en espérant que si l'Europe fait tout cela, elle va aussi acquérir une capacité de s'exprimer dans le monde beaucoup plus forte. C'est ce que vous allez tenter de faire fin de semaine, que nous avons tenté de faire dans un Conseil Affaires étrangères, par exemple, en demandant au nom de l'ensemble de l'Union européenne que la Russie arrête de bombarder une ville comme Alep. Mais si on veut se faire entendre sur un sujet comme celui-là, il faut démontrer qu'on est capable de progresser sur un certain nombre de sujets en interne au sein de l'Union. Merci.